La grande interview, on parle de soins à nos seniors. Emeis, vous connaissez l'entreprise parce que c'est ex-Orpea. Laurent Guillot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous en avez repris les rênes en 2022. La restructuration a suivi son cours, on va en parler. Mais vous venez aussi de publier des résultats 2024. Alors, objectif atteint. Et on voit dans la présentation de ces résultats qu'il y a une chose qui vous tient à cœur, c'est la satisfaction des résidents parce que c'est le premier indicateur que vous mettez dans les fondamentaux et il est plutôt bon. Il est plutôt bon, il est en nette amélioration par rapport à il y a 2 ans, à 2022, plus 3 points sur la satisfaction client et plus 13 points sur le NPS, le Net Promoter Score. On tient beaucoup à la satisfaction client, on tient beaucoup au bien-être de nos collaborateurs également. Santé, sécurité au travail, elle a été baissée, le nombre d'accidents de nos établissements a été baissé, et puis aussi la rotation du personnel. Vous savez que c'est un secteur dans lequel les équipes bougent beaucoup et la qualité dépend aussi de leur stabilité, de leur fidélité. Mais c'est maintenant une raison d'être. On a fait énormément de progrès dans la réduction du turnover de nos équipes. Moins 14 points, c'est-à-dire on est passé de 35% il y a 2 ans à 21% aujourd'hui. C'est encore trop, on continue à y travailler, mais c'est une amélioration. Ces indicateurs-là, c'est vraiment le cœur de la machine. Évidemment, ça se traduit après par des améliorations sur le plan financier qui sont importants aussi. Alors, quelle bonne recette vous avez trouvée et vous mettez en œuvre? Ça passe par les conditions de travail de vos salariés, j'ai bien compris. Ça passe par les conditions de travail de nos salariés. Des salariés qui sont heureux de venir au travail, c'est des salariés qui évidemment travaillent mieux et sont plus disponibles pour nos patients et nos résidents. On n'est pas au bout, hein. On a encore énormément de travail à faire devant nous. C'est un secteur qui est très difficile. Les gens bougent beaucoup. Il faut les maintenir. Parce que vous imaginez votre parent, votre mère, votre père dans un de nos établissements avec une personne qui vient faire sa toilette tous les matins, qui est une personne différente. C'est très difficile pour la personne. Donc il faut que ce soit une personne de confiance, la même tous les jours si possible. C'est un enjeu extrêmement important pour la qualité et le bien-être de nos patients et de nos résidents. Déjà 1 an depuis le changement de marque, le renouveau voulu s'est-il fait sentir? Parce que la restructuration est quand même toujours là, toujours en cours, même si on est déjà bien avancé. Mais qu'est-ce que ça a changé de ne plus s'appeler Orpea? Le changement de marque, c'était un besoin pour toutes les équipes essentiellement. Évidemment, en termes commerciaux, c'est aussi bénéfique. Il y a un sentiment de honte un peu dans les équipes? Ça a été très difficile pour les équipes. Vous savez, au moment de la sortie du livre, et bien malgré ces personnes qui travaillaient tout au quotidien, on a eu des personnes qui se sont fait jeter des cailloux. Elles n'y sont pour rien, c'est pas leur faute. Elles sont au quotidien auprès de nos patients résidents, elles sont encore auprès de nous, et c'est elles aussi qui ont sauvé l'entreprise pendant cette période difficile. Donc oui, c'était difficile de continuer à porter ce nom pour les équipes, mais surtout, Emeis, le nom Emeis, ça veut dire nous en grec ancien, c'est aussi le projet d'entreprise qu'on porte au service de nos équipes, de nos patients, de nos résidents et évidemment de toutes nos parties prenantes, y compris les actionnaires. Et alors, est-ce que c'est passé aussi ce repositionnement, ce renouveau financièrement par une augmentation des prix pour les résidents? Parce que comment vous avez restructuré l'entreprise? Les coûts, j'imagine qu'ils étaient déjà assez comprimés, donc ça passe forcément par plus d'air et peut-être des prix en augmentation. On a augmenté les prix, c'est clair. Hein, si vous regardez sur l'année 2024, on a augmenté nos prix en moyenne en Europe de 4,8%. C'était aussi pour récupérer l'inflation qui a eu lieu en 22 et 23 suite à la guerre en Irak. Suite à la guerre en Ukraine. Cette vague d'inflation qui a touché la nourriture. Et qui n'avait pas été récupérée ces années-là. Et qui n'avait pas été récupérée en 22 notamment, où les prix... Non, c'est pas tellement ça. C'est que nos prix, assez logiquement, sont régulés par l'État. Et les prix régulés sont fixés en début d'année. Et quand l'inflation a lieu en milieu d'année, on ne peut pas les répercuter immédiatement. Et donc, c'est aussi cet effet de rattrapage qui est important, parce qu'on essaye de trouver le bon équilibre entre la grande qualité de service et puis la capacité à accueillir le plus de monde possible dans nos établissements. Donc, on est ambitieux sur les prix tout en essayant de trouver cet équilibre, parce que, comme vous l'avez vu, on a augmenté nos prix, mais dans le même temps, notre taux d'occupation a progressé. Il a progressé de 2,7 points en Europe au total, et il a progressé aussi en France. Oui, parce que l'activité en France, en 2024, elle a été en croissance. Alors, ce n'est pas votre seul marché à la France, mais la France, c'est quand même tout de même un bon signal. La France est un meilleur signal.
Hein, on est quand même par rapport aux autres pays en retrait, on a plutôt des croissances de 7, 8, 9% dans l'ensemble des pays d'Europe et plutôt autour de 4 en France. Donc on voit bien qu'on a encore des progrès et des marges de progression qui sont extrêmement importantes en France. Mais ce qu'on voit aussi sur l'année 2024, c'est une accélération de la progression de notre taux d'occupation. On était plutôt au début d'année autour de 0 et à la fin d'année, on a 1 point d'amélioration de taux d'occupation et donc ça, c'est positif pour l'année 2025. Ça passe par des démarchages ou alors c'est la demande qui fait que le taux d'occupation... Alors ça a passé par un gros travail sur notre politique marketing. Qui notamment s'est digitalisé beaucoup plus que par le passé. J'allais dire, si on remonte aux années 2019, les clients venaient à nous parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les maisons de retraite. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir une démarche plus proactive, juste de s'identifier, de montrer la qualité de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, mais aussi en physique auprès des médecins dans nos régions. Donc ça passe par là, évidemment, mais c'est vrai que quand on regarde la tendance de fond sur les maisons de retraite, comme sur nos cliniques psychiatriques ou les cliniques de soins de suite, elle est positive parce qu'il y a les besoins des Français et les besoins des Européens en termes de grand âge ou de santé mentale sont gigantesques. Oui, c'est vrai qu'on va en parler de ce marché, mais pour revenir sur votre année 2024, toujours en perte, ça reste structurel. Pendant combien d'années encore il faut s'attendre à des années dans le rouge, même si vous communiquez sur les résultats opérationnels qui là quand même s'améliorent? Oui, les résultats s'améliorent, on est toujours en perte dans le même temps, c'est pas structurel, on a un gros travail à faire de remise à niveau sur l'ensemble des aspects, mais notamment sur les aspects financiers, et on voit bien que nos résultats s'améliorent. On annonce pour l'année prochaine une amélioration de 15 à 18% de notre EBITDA, donc notre principal indicateur financier, et ça permettra de combler une partie du trou du résultat. On a encore des charges financières qui sont encore lourdes, et ce sera progressivement qu'on reviendra à l'équilibre. D'ailleurs, le groupement qui a été mis en place au moment de la restructuration, si on peut rappeler qui il y a à l'intérieur, la Caisse des dépôts notamment, et comment il fonctionne avec vous au quotidien dans les interactions pour le management. On fonctionne comme une entreprise normale avec un actionnaire qui est un groupement de 4 actionnaires, la Caisse des dépôts et la CNP qui sont un seul groupe qui ont 28% et 22% pour Maïf et MACSF. Donc 3 pôles d'actionnaires, je dirais, ou 4 actionnaires qui ont à eux tous 50,2%. Ils nous ont amené il y a 1 an et demi maintenant 1,5 milliard d'euros. C'est un peu plus qu'une respiration. C'est les moyens d'un projet ambitieux sur le plan qualitatif pour nos patients et nos équipes. Et puis c'est les moyens d'avoir le temps de redresser les résultats économiques et le temps qu'on a devant nous est là. Le redressement, ça passe aussi par des cessions immobilières qui ont continué tout au long de l'année 2024, qui vont en parler, qui vont continuer encore en 2025. La restructuration financière, c'est donc pas totalement terminé, c'est encore en cours. Non, c'est encore en cours, c'est-à-dire les engagements qu'on a pris dans le cadre de la restructuration financière, nous devons maintenant les tenir. Ces engagements, ils sont de deux natures. Le redressement opérationnel, je vous en ai parlé, il est en cours. Et l'autre nature, c'est des cessions opérationnelles. On avait initialement un programme de 1,25 milliard d'euros de cessions immobilières à faire. On en a fait à date 916 millions, donc vous voyez, il nous reste à peine 300 millions à faire. On s'est dit qu'il fallait augmenter cet engagement, donc on a annoncé au marché qu'on allait faire 1,5 milliard. Il nous reste donc 600 millions à faire. On a des projets en cours de discussion pour 2 milliards. Donc vous voyez qu'on a très couvert nos engagements. Et puis en fonction de la qualité des offres qu'on recevra sur nos actifs immobiliers ou nos actifs opérationnels, on choisira les meilleurs, ceux qui seront le plus intéressants pour nous financièrement, c'est-à-dire pour nos actionnaires. C'est pour alléger le bilan, mais ne plus détenir les murs, c'est aussi quelque chose que vous allez... c'est un nouveau modèle que vous allez implémenter pour le futur? Oui, tout à fait. L'entreprise, c'était... avant 2022, c'était un peu transformé en foncière. On avait 10 milliards d'actifs immobiliers au bilan, presque 50% de nos actifs étaient nos actifs immobiliers, presque 50% de nos maisons étaient détenues. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, on est en train de recentrer l'entreprise sur le soin et l'accompagnement des personnes, nos patients et nos résidents, c'est-à-dire nos cliniques et nos maisons de retraite. Et donc, on va réduire notre engagement immobilier, baisser notre taux de détention entre 20 et 25% à peu près,
et puis ça nous permettra de réduire notre dette et d'alléger notre bilan. Ouais, c'est pas le même métier en fait. Ce sont deux métiers totalement différents. Le soin aux seniors. Exactement. Alors, la dernière augmentation de capital, c'était il y a un an, en février 2024. Qu'est-ce qu'elle a permis? Et puis, c'était la dernière ou il y en a encore d'autres de prévues? Non, c'était la dernière. Mais vous savez, la dernière qui a eu lieu en février, c'était la suite de la première augmentation de capital, ou des deux avant, qui permettait de restructurer le bilan. Donc, c'était en fait une seule opération qui s'est faite en plusieurs étapes entre la fin 2023 et le début 2024, et qui était l'étape de restructuration financière. Aujourd'hui, à travers notre redressement opérationnel et l'allègement de nos bilans par nos cessions, et notamment nos 2 milliards de plans de cession à venir potentiels, on a les moyens de réduire notre exposition et notre risque financier, donc on n'a pas besoin de nouvelles augmentations de capital. Bon, les actionnaires, en tout cas, ils ont été rincés, ceux qui étaient avant le scandale Orpea. Ceux qui restent ou ceux qui entrent aujourd'hui, vous leur dites quoi? On ne va pas retrouver les niveaux d'avant, mais quel est le nouvel objectif atteignable? Là, l'action, elle plafonne sous les 10 €. À quoi on peut s'attendre dans les prochains mois, prochaines années? Alors, elle plafonne sous les 10 €, moi je ne dirais pas ça, je dirais qu'elle l'a augmenté fortement sur le dernier mois. Il y a un potentiel énorme dans cette entreprise, je ne donne pas d'objectif au cours de bourse, ce n'est pas mon rôle, mais le potentiel d'amélioration de la profitabilité de l'entreprise est extrêmement important. On n'est pas du tout au niveau où on devrait être, on a encore beaucoup de potentiel d'amélioration qu'on va réaliser dans les années qui viennent, et dans le même temps on a un bilan, et on aura un bilan assaini, ce qui nous permet, à la fois avec un bon bilan, à la fois avec des améliorations de performance opérationnelle, et surtout, si on le regarde à plus long terme, des besoins de la population européenne sur le grand âge et sur la santé mentale qui sont en explosion. C'est une entreprise qui a un très grand futur et une belle trajectoire devant elle. D'ailleurs, on vous a forcément associé aux maisons de retraite, mais vous ne faites pas que ça, parce qu'il y a effectivement les cliniques de soins et les cliniques psychiatriques. C'est quelle part d'activité? En Europe, c'est 1/3 clinique et 2/3 maisons de retraite. En France, nous, c'est moitié-moitié, c'est-à-dire nos cliniques psychiatriques et nos cliniques de soins de suite représentent la moitié de notre chiffre d'affaires. Sur les cliniques psychiatriques, par exemple, on a 10% des patients de santé mentale viennent chez nous. Donc on est extrêmement important, on est systémique dans le système de soins français par nos cliniques psychiatriques, et on a une largeur de gamme sur les maladies psychiatriques qu'on traite qui est extrêmement importante. Ça va du burn-out aux troubles du comportement alimentaire, de l'anorexie, ça va des jeunes ados à des personnes plus âgées sur de l'Alzheimer. C'est extrêmement large. Et il y a malheureusement, j'allais dire, beaucoup d'activités à venir devant nous, parce que le taux de détection des personnes qui ont une maladie mentale en France est très faible, comme en Europe. Et il y a des besoins qui sont gigantesques. Et c'est aussi pour ça que le maintien en vie de votre entreprise, d'Orpea, était nécessaire à ce moment-là. Évidemment, il y a aussi l'activité dans le système de santé pour la santé mentale française. Une implantation donc, qui n'est pas que française. Comment vous gérez les différentes cultures qui amènent nécessairement des façons d'appréhender la vieillesse et l'accompagnement de la vieillesse différentes? Vous êtes en Amérique centrale, vous êtes en Chine, et tout ça pour une seule et même entreprise, une seule et même stratégie. Alors comment vous faites avec toute cette répartition? Alors d'abord, on a très clairement indiqué depuis un certain temps qu'on se recentrait sur l'Europe. Donc nos activités en Chine, nos activités en Amérique latine, on est dans 3 pays en Amérique latine. C'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est l'Europe. C'est-à-dire que c'est amené à être cédé on est en s'il y a l'occasion? S'il y a l'occasion, dans des bonnes conditions, c'est clairement le cas. Et même en Europe, on va se recentrer un peu plus également. Et après, sur l'Europe, c'est vrai que les cultures sont très différentes, mais c'est extrêmement enrichissant d'apprendre de nos collègues espagnols, autrichiens, allemands, néerlandais, parce que leur vision différente nous amène à progresser dans d'autres pays, nous amène à progresser en France et vice-versa. Les savoir-faire qu'on a acquis en France en étant aussi impliqués dans le système de soins français nous permettent de progresser en Allemagne. Et ça, c'est très enrichissant parce que les approches humaines sont différentes, mais elles ne sont pas exclusives. Et est-ce que vous avez des exemples concrets justement de choses que vous avez implémentées dans un pays qui a bien marché alors qu'à l'origine c'était pas Par exemple, gagné? On est en train de tester en Allemagne de la digitalisation du travail des soignants, et je suis sûr que ça va venir en Europe après-demain.
enfin en France après-demain. Il y a plein d'exemples comme ça. Le traitement de la fin de vie dans certains établissements français est très bien fait. Certains collègues dans d'autres pays ont appris de la façon dont on fait les derniers instants dans nos établissements. Il y a énormément à apprendre les uns des autres en Europe. Les ambitions des ministres, là vous parliez d'un recentrage en Europe, ça a concerné quelle activité, justement quel pays? On est en train de regarder les options, on a des discussions avec certains partenaires et le jour où ça sera bien avancé, Mais ça peut concerner le côté maison de retraite comme le côté clinique de soins. Et est-ce que le marché des lits en maison de retraite va continuer d'être saturé? Vous disiez qu'à un moment, vous n'étiez pas forcément, vous n'aviez pas besoin de faire de marketing. Maintenant, là, vous avez un peu plus besoin. Ça veut dire qu'il y a de la concurrence qui s'est installée? Oui, ça veut dire que le marché, notamment avec la Covid qui est passée par là, les taux d'occupation dans les établissements, dans les 7500 établissements français, ne sont pas à leur optimum. Au contraire, on a besoin d'un peu de temps pour récupérer. Après, si on regarde à 28, 29, avec la génération baby-boom qui va arriver dans nos établissements, très vite, nos établissements comme les établissements français vont être très vite saturés. On commence à le voir en Espagne, on commence à le voir donc là, il va plutôt falloir grossir pour accompagner. Et donc là, à ce moment-là, il faudra grossir, mais il faudra d'abord qu'on ait retrouvé notre profitabilité. Donc faisons les choses dans le temps. D'abord le redressement auquel on s'attache, redressement opérationnel et bilan. Et puis après, évidemment, la croissance de ce segment et de ce secteur, la croissance des besoins en Europe est tellement gigantesque qu'on va avoir beaucoup d'opportunités de croissance. Des opportunités de croissance. Donc merci beaucoup Laurent Guillot pour Emeis, donc ex-Orpea. Merci d'être venu nous voir.